Moussa Ahmed, ministre de l'Équipement et des Transports. Cette rencontre débat a réuni un parterre d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires djiboutiens et les institutions de la Banque mondiale, de la Banque africaine, du Fonds koweïtien, du Fonds saoudien, les représentants des pays amis tels que l'île Maurice, l'Éthiopie, le Cap-Vert, Dubaï. Les réflexions ont porté sur l'intégration régionale d'abord comme vecteur de développement et les voies et moyens d'y parvenir à travers des projets d'infrastructures régionales, des zones de libre-échange, des politiques commerciales, douanières et monétaires harmonisées. L'expérience du développement de cette forme d'intégration de l'île Maurice avec quelques pays africains voisins de ce pays frère a été partagée avec les participants et les mécanismes mis en place pour accélérer cette intégration économique et commerciale a commencé par ce qu'ils ont appelé la création de la Coherence and Convergence Committee, et qui a la charge de superviser ce processus de rapprochement commercial de Maurice avec les pays voisins. Cette proposition, monsieur l'expert, a été retenue. L'expérience djibouto-éthiopienne en matière d'intégration a été largement couverte aussi lors des débats. Surtout l'opportunité de créer un espace d'échange et d'investissement entre Djibouti et l'Éthiopie qui peuvent devenir un bloc initial qui devrait progressivement jouer le rôle de locomotive pour l'intégration régionale et ensuite attirer peut-être d'autres pays de la région, dont la Somalie, le Sud-Soudan, pourquoi pas l'Érythrée lorsque ce pays arrêtera sa politique d'agression et d'auto-isolement. La notion d'asymétrie également entre les deux économies, djiboutienne et éthiopienne, ont été mises en avant. Il est vrai que deux pays aux dimensions complètement différentes peuvent s'intégrer, peuvent créer une sorte de symbiose commerciale et économique, mais cela aussi suscite souvent des lourdeurs bureaucratiques, des contraintes, des divergences sur certaines politiques douanières, fiscales, assurances, banques et autres. Et donc, cette asymétrie est pour l'instant vue comme étant un obstacle, mais surmontable, bien entendu. Les participants à ce débat d'hier ont également relevé qu'il y avait des distorsions dans la région, des distorsions qui pouvaient, contrairement à ce que l'on pense, être utiles à l'économie djiboutienne. Un des participants a judicieusement soulevé le fait que le flux des capitaux à Djibouti était plus intéressant, le mouvement des capitaux, par rapport aux pays voisins où des contraintes très importantes, des carcans, sont imposés à ce type de mouvement des capitaux. Donc, à l'issue de ce débat sur l'intégration régionale, les panélistes, les participants ont fait un certain nombre de recommandations que j'aimerais donc vous citer vraiment brièvement de manière synthétique. La première de ces recommandations concerne la stabilité politique et la pacification de l'espace IGAD, Corne de l'Afrique, car sans paix et sans stabilité, il est difficile d'envisager une quelconque intégration économique visant au développement durable et au bien-être de nos populations. L'idée de la création d'une zone de libre-échange a également été avancée entre les trois pays, Djibouti, la Somalie et l'Éthiopie, pour l'objectif ultime de transformer notre pays en une plateforme de taille régionale, voire plus tard, pourquoi pas, de taille mondiale. J'ai parlé de la question de la symétrie, des carcans également politiques, commerciaux, fiscaux et judiciaires. Il y a cette notion de hinterland. J'avais évoqué hier, je crois beaucoup des participants ont partagé cet avis avec moi. C'est que si l'on compare des pays comme Djibouti et Dubaï, il y a des avantages comparatifs par rapport à Dubaï qui sont extrêmement intéressants en faveur de Djibouti. Et parmi ces avantages comparatifs, il y a le hinterland. Le hinterland, c'est ce marché intérieur. Dubaï n'a pas de marché intérieur. Dubaï fait de la redistribution. Dubaï fait, je dirais, de la transformation des produits qui sont réexportés, très loin parfois. Alors que Djibouti
bénéficie de 90 millions de consommateurs juste à côté. Et si on vise au-delà, on peut aller jusqu'à l'est du Congo, et c'est des centaines de millions de personnes qui peuvent être touchées. Donc, la notion de hinterland est une notion extrêmement avantageuse et vitale pour l'économie djiboutienne, qui nous permet à nous de sortir de cette vision étriquée d'un marché de quelques centaines de milliers de personnes. Voilà une notion très importante sur laquelle les participants ont beaucoup débattu. La responsabilité partagée entre gouvernement et secteur privé. Les critiques ont beaucoup fusé de la part des participations, surtout du secteur privé, qui d'ailleurs légitimement disait que si on n'a pas réussi aujourd'hui à tirer profit de ce trafic qui vient de l'Éthiopie, à être vraiment bien positionné en termes de marché, c'est parce qu'il y a un problème. Le problème est que la business community de Djibouti n'a pas suffisamment d'appui, n'a pas suffisamment de levier, n'a pas suffisamment, je dirais, de booster pour aller de l'avant et avoir ces marchés et faire, si ce n'est à part égale avec les opérateurs éthiopiens, au moins avoir une partie conséquente de ce trafic. Nous prenons cette responsabilité sur notre dos en tant que gouvernement. Nous avons beaucoup à faire dans ce sens-là. Mais nous avons également rétorqué au secteur privé qu'il était important pour eux aussi d'être audacieux, d'être combatifs et aussi de s'organiser. Je crois qu'il y a un début d'organisation qui est très important. S'organiser en groupe d'intérêt, s'organiser dans tous les secteurs d'activité qui ont lieu sur le corridor, etc. Donc, il y a réellement un travail non seulement de responsabilité partagée à assumer, mais également un travail de partenariat très étroit entre les départements ministériels concernés, les pouvoirs publics djiboutiens, avec le secteur privé, pour leur permettre d'être vraiment en pole position quand il s'agira d'avoir des marchés sur le corridor. L'autre point qui a également fait surface lors de ces délibérations, c'est les infrastructures. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous sommes engagés depuis 10 ans sur un certain nombre d'infrastructures régionales pour rendre réellement cette économie, ces économies de la région intégrées. Et nous allons poursuivre, le gouvernement poursuivra aujourd'hui, si on parle de plusieurs ports, de 2 voies de chemin de fer, si on parle je dirais d'autoroutes, si on parle d'interconnexion, de 2e ligne d'interconnexion électrique, de 2e ligne d'interconnexion en fibre optique, de 2 pipelines en gaz et en hydrocarbures entre l'Ogaden et Djibouti et Addis et Djibouti. Tout ça n'est pas un rêve. Tous ces projets sont dans le pipeline, pour certains en cours d'exécution, pour d'autres très prochainement les travaux seront lancés. Donc une véritable armada d'infrastructures qui nous permettront réellement de transformer, quelqu'un le disait tout à l'heure, Djibouti en une véritable plateforme économique, commerciale, financière pour toute la région. L'autre point qui est important, c'est bien entendu les télécoms, j'en ai parlé, le backbone en fibre optique, vers le Sud-Soudan aussi, vers la RDC, pourquoi pas. Aujourd'hui, la 2e ligne en fibre optique est déjà en discussion avec les Éthiopiens. Et l'Éthiopie a déjà entamé et a déjà, je crois, fini même son interconnexion avec le Soudan, et avec le Sud-Soudan. Et on peut aller au-delà. Je crois que nous allons vivre dans quelques années dans un monde complètement interconnecté. Il y a la question de l'aéroport, le docteur Nabil en a parlé. Nous avons un autre, le ministre de l'équipement a également évoqué la question hier devant la table ronde. Il y a un nouvel aéroport en construction, qui va se construire prochainement à 25 km de Djibouti. Le projet est déjà ficelé, les études sont finalisées, le financement également est presque acquis avec l'Exim Bank chinoise. Et donc un nouvel aéroport qui pourra non seulement servir toutes les perspectives de développement du commerce et surtout d'un trafic que nous appelons, le ministre de l'économie connaît mieux que moi ces choses-là, ce qu'on appelle le transport mer-air, pour gagner du temps. Mer. Voilà, arrête de perturber. C'est qui le ministre des Transports? Tu n'en rates pas une, toi. Hein? Donc, je crois que l'idée, c'est de pouvoir permettre aux opérateurs de l'Afrique de l'Ouest, Nigeria et autres, qui attendent des mois qu'un conteneur leur parvienne de la Chine et des pays d'Asie du Sud-Est,
Alors que si ces conteneurs arrivent sur Djibouti, sont dépotés sur place et ensuite les marchandises aéroportées ou transportées par voie aérienne vers le Nigeria, il y a un gain de temps et d'argent qui intéresse beaucoup d'opérateurs en Afrique de l'Ouest. Donc pour cela, il faut avoir un aéroport de renom qui ait suffisamment de facilité d'infrastructure, de cargo village, etc., etc. Et donc ça, c'est un projet qui est là et qui sera prochainement réalisé dans notre pays. Développer les plateformes informatiques également, une question très importante. Vous savez que nous avons aujourd'hui un projet de e-government qui est en cours, pour lequel les textes ont été déjà passés, le financement acquis. On l'a d'ailleurs discuté lors de la dernière interministérielle, lors du dernier Conseil des ministres. Nous sommes avancés donc sur ce dossier-là et nous souhaitons donc que ce projet de e-gouvernement puisse voir le jour très rapidement. Et ça rentre un peu, ça s'inscrit dans cette perspective de créer à Djibouti cette plateforme informatique, surtout pour la gouvernance, qu'elle soit au niveau élevé ou au niveau intermédiaire ou encore à des niveaux plus bas. Assurer un suivi régulier des accords de coopération et l'état de mise, c'est une remarque qui a été faite par le secrétaire général du ministère du Transport qui avait participé donc il y a quelques jours à une commission mixte technique en Éthiopie et qui avait donc relevé ce point en disant vraiment le suivi doit être fait. Le suivi est fait, mais seulement il faut qu'on se le dise, la vérité, c'est qu'il y a des difficultés, des lourdeurs, des lenteurs dues justement à cette asymétrie qui fait que parfois des dossiers traînent pendant des années, mais ce n'est pas parce que les deux gouvernements ne discutent pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas proposé des solutions, mais c'est souvent parce que l'application des solutions qui sont proposées prennent beaucoup plus de temps chez nos voisins que chez nous, du fait de la taille de cette administration que vous connaissez. Donc vraiment, de manière synthétique, voilà un peu la substance des délibérations et des recommandations qui ont été donc adoptées à l'issue de la table ronde sur l'intégration régionale, et je vous remercie.